Vous regardez la surface de l'océan. Une étendue lisse, légèrement perturbée par des ondulations. Rien. Vide. Pas de navire, pas de bouée, pas de traces sur l'eau. Un morceau de mer tout à fait ordinaire, à plusieurs centaines de milles de la côte. Mais juste sous cette surface, à 300 mètres de profondeur, dans l'obscurité et le silence complet, un objet se déplace. Un cylindre en acier de 170 mètres de long et 13 mètres de diamètre. À l'intérieur, un réacteur nucléaire, 16 missiles balistiques dotés de têtes nucléaires et un équipage de 107 personnes. Il avance à plus de 20 nœuds, sans remonter à la surface pendant des semaines, parfois des mois. Personne à la surface ne sait où il se trouve. Ni satellite, ni avion, ni navire de surface. C'est sa mission, rester invisible. C'est un sous-marin nucléaire. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Un sous-marin n'est pas simplement un navire capable de plonger. C'est un concept d'ingénierie fondamentalement différent. Un navire de surface lutte contre un seul environnement, l'eau sous sa coque et l'air au-dessus. Un sous-marin existe dans un milieu qui exerce une pression sur lui de tous côtés simultanément. Et cette pression n'est pas une valeur abstraite. À 300 mètres de profondeur, chaque centimètre carré de la coque subit une pression de 30 kg. Sur la surface de la coque du sous-marin, cela représente une force totale de centaines de milliers de tonnes, comprimant uniformément la structure en acier de tous côtés. Une micro-fissure dans une soudure, une zone de métal affaiblie, un trou dont le joint a perdu son étanchéité, et l'eau, sous une pression de 30 atmosphères, s'engouffre à l'intérieur avec une vitesse et une force impossibles à arrêter par des moyens manuels. En profondeur, il n'y a pas de remontée d'urgence en 5 secondes. Il y a des lois de la physique qui laissent à l'équipage quelques minutes, parfois quelques secondes, pour réagir. Chaque élément d'un sous-marin, la forme de la coque, l'épaisseur de l'acier, la puissance du réacteur, le volume des ballasts, la forme de l'hélice, représente un équilibre entre la profondeur de plongée, la vitesse, la furtivité et la survie. Augmenter la profondeur. Il faut une coque plus épaisse, le navire devient plus lourd et plus lent. Augmenter la vitesse. Le bruit augmente et le sous-marin est détecté. Renforcer la coque. Vous perdez de l'espace intérieur pour l'équipement et l'équipage. Chaque paramètre est un compromis. Et le prix de l'erreur n'est pas une cargaison perdue. Ce sont 107 vies et un réacteur nucléaire au fond de l'océan. Aujourd'hui, nous allons examiner comment fonctionne réellement un sous-marin. Pas au niveau, il remplit ses ballasts et coule. Mais au niveau de la physique qui rend la navigation sous-marine possible et de la physique qui la rend mortellement dangereuse. Commençons par une question fondamentale. Comment un cylindre en acier pesant plusieurs milliers de tonnes s'enfonce-t-il sous l'eau et en ressort-il? Le principe est le même que pour un navire de surface, la loi d'Archimède. Un corps dans un liquide est poussé avec une force égale au poids du liquide déplacé. Mais alors qu'un navire de surface est constamment en état de flottabilité positive, son poids est inférieur au poids de l'eau déplacée et il flotte, un sous-marin doit savoir passer entre 3 états. Flottabilité positive, le sous-marin est plus léger que l'eau d'air placée, il remonte. Flottabilité neutre, le poids du sous-marin est exactement égal au poids de l'eau déplacée. Il reste à une profondeur donnée, sans remonter ni plonger. Flottabilité négative, le sous-marin est plus lourd, il s'enfonce. Le passage entre ces états se fait grâce au ballast, de grands réservoirs situés entre la coque robuste et la coque légère. À la surface, ces réservoirs sont remplis d'air. Le sous-marin est plus léger que l'eau, il flotte. Pour plonger, les vannes de fond, des clapets situés en bas des ballasts, s'ouvrent et l'eau les remplit, chassant l'air par les vannes en haut. Le sous-marin devient plus lourd. La flottabilité devient négative. Le sous-marin descend. Pour remonter, de l'air comprimé est envoyé dans les ballasts depuis des bouteilles à haute pression. L'air chasse l'eau par les vannes de fond. Le sous-marin devient plus léger. La flottabilité devient positive.
le sous-marin remonte. Cela semble simple, mais en pratique, c'est un processus d'une précision chirurgicale. À la profondeur de travail, un sous-marin doit se trouver dans un état de flottabilité presque neutre. Presque, car une flottabilité parfaitement neutre est inatteignable. La densité de l'eau de mer varie avec la profondeur, influencée par la température, la salinité et la pression. Un sous-marin parfaitement équilibré à 100 mètres peut se révéler légèrement lourd à 200 mètres, en raison de ce changement de densité. La consommation de carburant, d'eau et de nourriture modifie en permanence le poids du sous-marin. Le tir d'une torpille, c'est une perte instantanée d'1 à 2 tonnes. Tout cela doit être compensé. Pour un ajustement précis de la flottabilité, on utilise des réservoirs de compensation et de différentiels, de petites cuves dans lesquelles l'eau est pompée ou évacuée par des pompes en quantité de dizaines ou de centaines de litres. Le transfert d'eau entre les réservoirs de différentiel avant et arrière permet de modifier le différentiel, l'inclinaison du sous-marin vers l'avant ou vers l'arrière. C'est une gestion de l'équilibre au sens propre, et cela se fait en continu chaque minute de la mission. Un autre moyen de contrôler la profondeur est constitué par les gouvernails horizontaux, ou hydrofoils. Ce sont des surfaces mobiles, installées à l'avant et à l'arrière, qui fonctionnent comme les gouvernails de profondeur d'un avion. Lorsque le sous-marin avance, le courant d'eau s'écoule autour des hydrofoils, et le changement de leur angle génère une force qui dirige le nez vers le haut ou vers le bas. Cependant, les hydrofoils ne fonctionnent que lorsque le sous-marin est en mouvement. Un sous-marin immobile ne peut pas contrôler sa profondeur avec eux. Passons maintenant à la coque. C'est ici que commence la physique qui distingue le sous-marin de tout ce qui flotte. La plupart des sous-marins modernes possèdent 2 coques. La coque robuste, interne, et la structure porteuse qui résiste à la pression de l'eau en profondeur. La coque légère, externe, confère au sous-marin une forme hydrodynamique et abrite des réservoirs de ballast, des conduites, des antennes et d'autres équipements qui ne nécessitent pas de protection contre la pression. La coque robuste est une enveloppe cylindrique en acier haute résistance, renforcée par des cadres circulaires. Le cylindre est la forme optimale pour résister à la pression extérieure. Une sphère serait encore meilleure, mais elle est impossible à aménager pour le matériel et l'équipage. Le cylindre représente un compromis entre solidité et fonctionnalité. L'épaisseur de l'acier de la coque robuste varie de 30 à 50 mm ou plus selon la profondeur de plongée prévue. Cet acier est spécial, haute résistance, avec une limite d'élasticité de 600 à 1000 mégapascales. Pour comparaison, l'acier de construction ordinaire a une limite d'élasticité de 250 à 350 mégapascales. L'acier sous-marin est 2 à 3 fois plus résistant. Et il doit rester soudable, car la coque robuste est assemblée par soudage, et chaque joint soudé doit être au moins aussi résistant que le métal de base. C'est une tâche métallurgique d'une complexité exceptionnelle. Les aciers haute résistance sont par nature plus difficiles à souder. Ils sont sujets à la formation de fissures à froid dans la zone affectée thermiquement, la région près de la soudure où le métal a été chauffé puis refroidi. Une fissure de quelques millimètres, non détectée lors du contrôle, peut devenir un point de rupture en profondeur lorsque la pression de l'eau augmente les tensions à ce point critique. Mais une question se pose. Si la coque robuste peut être fabriquée en acier encore plus résistant, ou même en titane, comme cela a été le cas pour les sous-marins soviétiques des projets 705 Lyra et 685 Plavnik, pourquoi ne pas plonger à 1000 mètres? À 2000? Créer un sous-marin inaccessible à toute arme anti-sous-marine? Et c'est ici que commence le mur des limitations. Tout d'abord, parlons de la masse. Un acier plus résistant permet de concevoir une coque plus fine, tout en maintenant la même profondeur d'immersion. Ou, à l'inverse, de conserver l'épaisseur tout en plongeant plus profondément. Cependant, chaque matériau a ses limites. Le titane, par exemple,
est à la fois plus léger et plus résistant que l'acier. Les sous-marins soviétiques en titane ont plongé à plus de 1000 mètres de profondeur. Le record appartient au sous-marin K-278 Komsomolets du projet 685, qui a atteint la profondeur impressionnante de 1027 mètres en 1985. Une profondeur où aucun autre sous-marin de combat n'a osé s'aventurer, ni avant ni après. Mais le titane est terriblement coûteux et difficile à travailler. Le prix d'un sous-marin en titane est plusieurs fois supérieur à celui d'un modèle en acier. La soudure du titane nécessite une atmosphère inerte, argon ou vide, et une propreté absolue de la surface. La moindre trace microscopique de graisse laissée par le soudeur peut créer un défaut dans la soudure, invisible à l'œil nu, mais mortel à de telles profondeurs. Le Komsomolets lui-même a sombré en 1989, mais pas à cause de la rupture de sa coque. C'était un incendie. Un feu dans le compartiment arrière a entraîné une perte de propulsion, une remontée à la surface et un naufrage. 42 des 69 membres d'équipage ont perdu la vie. Ce sous-marin, doté d'une coque inégalée, capable de résister à la pression d'une profondeur kilométrique, a été détruit par les flammes. La résistance de la coque n'est pas le seul facteur de survie. Loin s'en faut. Le deuxième facteur limitant concerne tous les passages à travers cette coque robuste. Un sous-marin n'est pas une capsule hermétique. À travers sa coque solide circulent des dizaines de tuyaux, de câbles, d'arbres d'hélices, de périscopes, d'antennes et de tubes lance-torpilles. Chaque ouverture dans la coque est un point de faiblesse potentiel. Chaque joint doit résister à la même pression que la coque elle-même. À mesure que la profondeur augmente, les exigences concernant ces joints croissent de manière exponentielle. À 600 mètres de profondeur, la pression sur le joint d'un tube lance-torpille de 533 mm de diamètre équivaut à des centaines de tonnes, cherchant à faire pénétrer l'eau par le moindre interstice. Le troisième facteur est le bruit. Et c'est ici que nous touchons au secret majeur du sous-marin. Un sous-marin est avant tout une machine acoustique. Son arme principale n'est ni les torpilles, ni les missiles. Son arme principale, c'est le silence. Et son ennemi juré n'est pas les bombes sous-marines. Son principal adversaire, c'est le bruit qu'il génère lui-même. L'eau est un conducteur de son idéal. La vitesse du son dans l'eau est d'environ 1500 mètres par seconde, soit 4 fois et demi plus rapide que dans l'air. De plus, l'atténuation du son dans l'eau est bien moindre. Le bruit d'un mécanisme en fonctionnement transmis à travers la coque dans l'eau peut être détecté par un hydrophone sensible à des dizaines, voire des centaines de milles. Un panneau mal fixé, vibrant à la fréquence de fonctionnement d'une turbine, et le sous-marin perd sa discrétion. Un roulement avec un défaut microscopique peut créer une signature tonale dans le spectre que l'acousticien adverse distingue du bruit de fond de l'océan, comme une voix dans une foule. C'est pourquoi les sous-marins nucléaires sont les machines les plus silencieuses jamais créées par l'homme. Chaque mécanisme à l'intérieur de la coque robuste est monté sur des fondations anti-vibration. Turbines, générateurs, pompes, tout est installé sur des amortisseurs en caoutchouc-métal qui absorbent les vibrations et empêchent leur transmission à la coque. Les tuyaux sont suspendus sur des supports flexibles. Les ponts sont recouverts de matériaux amortissants. La surface extérieure de la coque légère est revêtue d'un matériau en caoutchouc spécial, anti-sonar, qui absorbe les impulsions des sonars actifs et réduit le signal réfléchi, tout en étant également isolant acoustiquement, empêchant le bruit de s'échapper à l'extérieur. L'hélice est la principale source de bruit d'un sous-marin. À haute vitesse, à l'extrémité des pales, la pression chute au point que l'eau bout. Des bulles de vapeur se forment, puis s'effondrent avec un bruit caractéristique. C'est ce qu'on appelle la cavitation. La signature acoustique d'une hélice en cavitation peut être entendue à des dizaines de milles. C'est pourquoi la forme, la taille, le nombre de pales et le régime maximal de l'hélice d'un sous-marin sont parmi les secrets militaires les mieux gardés au monde. Les bateaux modernes
utilisent de plus en plus des propulseurs à jet d'eau au lieu d'hélices ouvertes, des pump jets qui enferment l'hélice dans un canal circulaire, réduisant ainsi la cavitation. Cela diminue le bruit, mais réduit l'efficacité et limite la vitesse maximale. Encore un compromis, le silence contre la vitesse. Et ce compromis a un nom que chaque sous-marinier connaît, la vitesse de plongée discrète. C'est la vitesse maximale à laquelle un sous-marin ne peut pas être détecté par les moyens hydroacoustiques passifs de l'ennemi à une certaine distance. Pour les sous-marins nucléaires modernes, elle est estimée entre 5 et 8 nœuds. À cette vitesse, le sous-marin est plus silencieux que le bruit de fond océanique. Il se fond dans les sons naturels de la mer, le bruit des vagues, la pluie, les organismes marins, les navires lointains. Dépassez la vitesse de plongée discrète et le bruit augmentera. La couche limite turbulente sur la coque commencera à générer un bruit large bande. L'hélice approchera le seuil de cavitation. Les vibrations des mécanismes s'intensifieront. Le sous-marin sonnera, et quelque part, à des centaines de milles, un acousticien sur un navire anti-sous-marin ou un autre sous-marin tournera la tête vers l'écran et dira « Contact ». Revenons maintenant à ce dont nous avons commencé. Un cylindre en acier à 300 mètres de profondeur. Vous le voyez différemment. Ce n'est pas un navire plongeur. C'est un système où chaque paramètre est coincé entre des exigences irréconciliables. La profondeur de plongée, ni maximale ni minimale. Juste celle où la coque supporte la pression avec une marge de sécurité. Le sous-marin est inaccessible à la plupart des moyens anti-sous-marins, tout en laissant suffisamment de flottabilité pour le réacteur, les armes et l'équipage. La vitesse, juste celle qui permet au sous-marin de prendre position dans un délai raisonnable, mais pas au-dessus du seuil de détection. La puissance du réacteur, juste celle qui permet d'atteindre cette vitesse et d'alimenter tous les systèmes à bord, tout en maintenant un niveau de bruit minimal. Ce n'est pas une plongée à la profondeur maximale, c'est un mouvement dans un couloir opérationnel étroit où profondeur, vitesse, bruit, résistance et autonomie s'équilibrent. Un pas dans n'importe quelle direction et l'équilibre est rompu. Plus profond, la coque ne tiendra pas. Plus vite, on sera détecté. Plus silencieux, trop lent. Plus résistant, trop lourd. Et dans ce couloir se cachent des avantages souvent méconnus. L'océan aide le sous-marin à se dissimuler. La thermocline, une couche d'eau où la température chute brusquement avec la profondeur, agit comme un miroir acoustique, réfléchissant les ondes sonores et créant une zone d'ombre, où le sonar d'un navire de surface est aveugle. Un commandant de sous-marin expérimenté utilise la thermocline comme un bouclier. Il se cache en dessous, sachant que le bruit de son sous-marin ne passera pas vers le haut. Les canaux sonores en profondeur permettent aux sous-marins d'écouter l'océan sur des centaines et des milliers de milles, discernant les sons de navires lointains, de sous-marins, même de tremblements de terre, tout en restant inaudibles. L'océan est à la fois une prison et un allié. Et c'est là, je pense, que réside la sombre beauté du sous-marin. Ce n'est pas simplement un navire, et ce n'est pas seulement une arme. C'est une machine conçue pour exister à la frontière entre flottabilité et immersion, entre silence et détection, entre résistance de la coque et pression de l'océan, entre la vie de l'équipage et la physique de la profondeur. Chaque mission d'un sous-marin est une négociation avec l'océan, qui exerce une pression sur chaque centimètre carré de la coque et écoute chaque son à l'intérieur. Et chaque fois que le sous-marin revient d'une mission, cela signifie que l'équilibre a tenu, cette fois-ci. Et voilà ce à quoi j'ai pensé. Nous avons parlé de pression et de discrétion. Mais nous n'avons pas abordé ce qui se passe à l'intérieur de cette coque robuste lorsque 107 personnes vivent dans un espace confiné pendant des mois. D'où vient l'air pour respirer à une profondeur où il n'y a pas d'atmosphère? Comment le sous-marin produit de l'oxygène, élimine le dioxyde de carbone et maintient une atmosphère viable à l'intérieur de ce tube d'acier sous l'eau?
J'ai réalisé une vidéo séparée qui examine cela en détail. Vous la trouverez sur la chaîne.